Avant-propos de la vampire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La vampire par Paul Féval. Avant-propos. Ceci est une étrange histoire dont le fond, rigoureusement authentique, nous a été fourni comme les 9/10 des matériaux qui composent ce livre par le manuscrit du papa Sévérin. Mais le hasard, ici, est venu ajouter, aux renseignements exacts donnés par l'excellent homme, d'autres renseignements qui nous ont permis d'expliquer certains faits que notre héroïque bonne d'enfant des Tuileries regardait comme franchement surnaturels. Ces éclaircissements, grâce auxquels ce drame fantastique va passer sous les yeux du lecteur dans sa bizarre et sombre réalité, sont puisés à deux sources. Une page inédite de la correspondance du duc de Rovigo, qui eut, comme on sait, la confiance intime de l'empereur et qui fut chargé, pendant la retraite de Fouché, 1802-1804, de contrôler militairement la police générale, dont les bureaux étaient administrativement réunis au département de la justice, dirigé par le grand juge Régnier, duc de Massa. Ceci est la première source. La seconde, tout orale, consiste en de nombreuses conversations avec le respectable M. G., ancien secrétaire particulier du comte Dubois, préfet de police à la même époque. Nous nous occuperons peu des événements politiques intérieurs qui tourmentèrent cette période précédant immédiatement le couronnement de Napoléon. Saint-Rejant, Pichegru, Moreau, la machine infernale n'entrent point dans notre sujet, et c'est à peine si nous verrons passer ce gros homme, Brutus de la royauté, audacieux et solide comme un conjuré antique, Georges Cadoudal. Les guerres étrangères nous prendront encore moins de place. On n'entendait en 1804 que le lointain canon de l'Angleterre. Nous avons à raconter un épisode, historique il est vrai, mais bourgeois, et qui n'a aucun trait ni à l'intrigue du cabinet, ni aux victoires et conquêtes. C'est tout bonnement une page de la biographie secrète de ce géant qu'on nomme Paris, et qui, en sa vie, eut tant d'aventures. Laissons donc de côté les 500 volumes de mémoires diffus qui disent le blanc et le noir sur cette grande crise de notre Révolution, et tournant le dos au château, où la main crochue de ce bon M. Bourrienne griffonne quelques vérités parmi des monceaux de mensonges bien payés, plongeons-nous de parti pris dans le fourré le plus profond de la forêt parisienne. Nous avons l'espoir que le lecteur n'aura pas oublié cette touchante et sereine figure qui traverse les pages de notre introduction. Il n'y a que des récits dans ce livre. Notre préface elle-même était encore un récit, dont le héros se nommait le papa Sévérin. Nous avons la certitude que le lecteur se souvient d'une autre physionomie, tendre et bonne aussi, mais d'une autre manière, moins austère et plus mâle, plus tourmentée, moins pacifique surtout. Le chantre de Saint-Sulpice, le prévôt d'armes qui, dans la chambre des amours, enseigna si rudement ce beau coup droit, dégagé main sur main, à M. le baron de Guitry, gentilhomme de la chambre du roi Louis XVI. Un Sévérin aussi, Sévérin dit Gâteloup. Ce Gâteloup, presque vieillard, et papa Sévérin presque enfant, vont avoir des rôles dans cette histoire. L'un était le père de l'autre. Et s'il m'était permis de descendre encore plus avant dans nos communs souvenirs, je vous rappellerais cette chère petite famille, composée de 5 enfants qui ne se ressemblaient point, et dont papa Sévérin était la bonne aux Tuileries. Eugénie, Angèle et Jean qui avaient le même âge, Louis et Julien, des bambins. Ces 5 êtres, abandonnés, orphelins, mais à qui Dieu clément avait rendu le meilleur des pères, reviendront tous et chacun sous notre plume. Ils forment à eux 5, dans la personne de leurs parents, la légende lamentable du suicide. Papa Sévérin avait dit en montrant Angèle, la plus jolie de ses petites filles, et celle dont la précoce pâleur nous frappa comme un signe de fatalité: celle-ci tient à ma famille par 3 liens. Il avait ajouté ce jour où la fillette jetait ses regards avides à travers les glaces de la morgue:
Elle a déjà l'idée. Car papa Sévérin croyait à la transmission d'un héritage fatal. Notre histoire va montrer la première des trois Angèle. Notre histoire va montrer aussi les tables de marbre toutes neuves et vierges encore de tout contact mortel. Nous y verrons quelle fut l'étrenne de la morgue du marché neuf. Tout cela à propos d'un adorable et impur démon qui ressuscita un instant, au beau milieu de Paris, et près du berceau de notre siècle des Lumières, les plus noires superstitions du Moyen Âge. Fin de l'avant-propos. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en novembre 2010. Chapitre 1 de La Vampire par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1 La pêche miraculeuse. Le commencement du siècle où nous sommes fut beaucoup plus légendaire qu'on ne le croit généralement. Et je ne parle pas ici de cette immense légende de nos gloires militaires, dont le sang républicain écrivit les premières pages, au bruit triomphant de la fanfare marseillaise, qui déroula ses chants à travers l'éblouissement de l'Empire et noya sa dernière strophe, un cri splendide, dans le grand deuil de Waterloo. Je parle de la légende des conteurs, des récits qui endorment ou passionnent la veillée, des choses poétiques, bizarres, surnaturelles, dont le scepticisme du XVIIIe siècle avait essayé de faire table nette. Souvenons-nous que l'empereur Napoléon Ier aimait à la folie les brouillards rêveurs d'Ossian passés par M. Baour au tamis académique. C'est la légende guindée, roidie par l'empois, mais c'est toujours la légende. Et souvenons-nous aussi que le roi légitime des pays légendaires, Walter Scott, avait 30 ans quand le siècle naquit. Anne Radcliffe, la sombre mère de tant de mystères et de tant de terreurs, était alors dans tout l'éclat de cette vogue qui donna le frisson à l'Europe. On courait après la peur, on recherchait le ténébreux. Tel livre sans queue ni tête obtenait un frénétique succès rien que par la description d'une oubliette à ressort, d'un cimetière peuplé de fantômes à l'heure où l'airain sonne 12 fois, ou d'un confessionnal à double fond bourré d'impossibilités horribles et lubriques. C'était la mode. On faisait à ces fadaises une toilette de grands mots, appartenant spécialement à cette époque solennelle. On mettait le tout comme une purée sous le héros, cuit à point, qui était un cœur vertueux, une âme sensible, daignant croire au souverain maître de l'univers et aimant à voir lever l'aurore. Le contraste de ces confitures philosophiques et de ces sépulcrales abominations formait un plat hybride, peu comestible, mais d'un goût étrange qui plaisait à ces jolies dames, vêtues si drôlement, avec des bagues aux orteils, la ceinture au-dessus du sein, la hanche dans un fourreau de parapluie, et la tête sous une gigantesque feuille de chicorée. Paris a toujours adoré d'ailleurs les contes à dormir debout, qui lui procurent la délicieuse sensation de la chair de poule. Quand Paris était encore tout petit, il avait déjà nombre d'histoires à faire frémir, depuis la coupable association, formée entre le barbier et le pâtissier de la rue des Marmousets, pour le débit des vols au vent de gentilshommes, jusqu'à la boucherie galante de la maison du cul-de-sac Saint-Benoît, dont les murs démolis avaient plus d'ossements humains que de pierre. Et depuis si longtemps, à cet égard, Paris a peu changé. Au premier mois de l'année 1804, il y avait dans Paris une vague et lugubre rumeur, née de ce fait que des pêches miraculeuses avaient lieu depuis quelque temps à la pointe orientale de l'île Saint-Louis, en tournant un peu vers le sud-est, non loin de l'endroit où les bains petits réunissent aujourd'hui, dans les mois d'été, l'élite des tritons parisiens. C'est chose rare qu'un banc de poissons dans Paris. Tant d'hameçons, tant de nasses, tant d'engins divers sont cachés sous l'eau entre Bercy et Grenelle, que les goujons seuls, d'ordinaire, et les imprudents barbillons, se hasardent dans ce parcours semé de périls. Vous n'y trouveriez ni une carpe, ni une tanche, ni une perche, et si parfois un brochet s'y engage, c'est que ce requin d'eau douce a le caractère tout particulièrement aventureux. Aussi l'agent pêcheuse faisait-elle grand bruit de l'aubaine envoyée par la providence
aux citoyens amateurs de la ligne, de l'épervier et du carrelet. Sur un parcours d'une centaine de pas depuis l'égout de Bretonvilliers jusqu'au quai de la Tournelle, tout le long du quai de Béthune, vous auriez vu, tant que le jour durait, une file de vrais croyants, immobiles et silencieux, tenant la ligne et suivant d'un œil inquiet le bouchon flottant au fil de l'eau. Dire que tout le monde emplissait son panier serait une imposture. Les bancs de poissons, à Paris, ne ressemblent à ceux de nos côtes. Mais il est certain que çà et là un heureux gaillard piquait un gros brochet ou un barbillon de taille inusitée. Les goujons abondaient, les chevaignes tournoyaient à fleur d'eau, et l'on voyait glisser dans l'onde trouble ces reflets pourpres qui annoncent la présence du gardon. Ceci en plein hiver, et alors que d'habitude les poissons parisiens, frileux comme des marmottes, semblent déserter la Seine pour aller se chauffer on ne sait où. En apparence, il y a loin de cette joie des pêcheurs et de cette folie du poisson à la rumeur lugubre dont nous avons annoncé la naissance. Mais Paris est un raisonneur de première force. Il remonte volontiers de l'effet à la cause, et Dieu sait qu'il invente parfois de bien drôles de causes pour les plus vulgaires effets. D'ailleurs, nous n'avons pas tout dit. Ce n'était pas exclusivement pour pêcher du poisson que tant de lignes suspendaient l'amorce le long du quai de Béthune. Parmi les pêcheurs de profession ou d'habitude qui venaient là chaque jour, il y avait nombre de profanes, gens d'aventure et d'imagination, qui visaient à une toute autre proie. Le Pérou était passé de mode, et l'on n'avait pas encore inventé la Californie. Les pauvres diables qui courent après la fortune ne savaient trop où donner de la tête, et cherchaient leur vie au hasard. L'Europe ingrate ne sait pas le service que lui rendent ces féeriques vésicatoires qui se nomment sur la carte du monde San Francisco, Monterey, Sydney ou Melbourne. Il y avait bien la guerre en ce temps-là, mais à la guerre on gagne plus de horions que d'écus, et les aventuriers modèles, les vrais chercheurs d'or, font rarement les bons soldats de la bataille rangée. Il y avait là, sous le quai de Béthune, des poètes déclassés, des inventeurs vaincus, d'anciens don Juan, banqueroutiers de l'industrie d'amour qui s'étaient cassés bras et jambes en voulant grimper à l'échelle des femmes, des hommes politiques dont l'ambition avait pris racine dans le ruisseau, des artistes souffletés par la renommée, cette cruelle, des comédiens honnis, des philanthropes maladroits, des génies persécutés, et ce notaire qui est partout, même au bagne, pour avoir accompli son sacerdoce avec trop de ferveur. Nous le répétons, de nos jours, tous ces braves eussent été dans la Sonore ou en Australie, qui sont de bien utiles pays. En l'année 1804, s'ils grelottaient les pieds dans l'eau, sondant avec mélancolie le cours trouble de la Seine, c'est que la légende plaçait au fond de la Seine un fantastique Eldorado. Au coin de la rue de Bretonvilliers et du quai, il y avait un petit cabaret de fondation nouvelle qui portait pour enseigne un tableau, brossé naïvement par un peintre étranger à l'Académie des beaux-arts. Ce tableau représentait deux sujets fraternellement juxtaposés dans le même cadre. Premier sujet, Ézéchiel en costume de ravageur, faisant tourner d'une main sa sébile, au fond de laquelle on voyait briller des pièces d'or, et relevant de l'autre une ligne, dont la gaule, pliée en deux, supportait un monstre marin copié sur nature dans le récit de Théramène. Ézéchiel était le nom du maître du cabaret. Second sujet, Ézéchiel en costume de maison, éventrant, dans le silence du cabinet, le monstre dont il est question ci-dessus, et retirant de son ventre une bague chevalière ornée d'un brillant qui reluisait comme le soleil. Il est juste d'ajouter que la bague était passée à un doigt et que le doigt appartenait à une main. Le tout avait été avalé par le monstre du récit de Théramène, sans mastication préalable, et avec une évidente volupté dont témoignait encore sa croupe recourbée en replis tortueux. Les deux sujets jumeaux n'avaient qu'une seule légende, qui disait en lettres mal formées « à la pêche miraculeuse ». Le lecteur commence peut-être à comprendre la connexité existant entre le fameux banc de poissons de l'île Saint-Louis et cette rumeur funèbre qui courait vaguement dans Paris.
nous ne lui marchanderons point, du reste, le chapitre des explications. Mais, pour le moment, il nous faut dire que tout Paris connaissait l'aventure d'Ézéchiel représentée par le tableau, aventure authentique, acceptée, populaire, et dont personne ne se serait avisé de mettre en doute l'exactitude avérée. En effet, avec le produit de la vente de ce bijou, trouvé dans l'estomac du monstre, Ézéchiel avait monté, au vu et au su de tout le monde, son établissement de cabaretier. Et comme il avait découvert le premier ce Pérou en miniature, ce gisement de richesses subaquatiques, il était permis à l'imagination des badauds d'enfiler à son sujet tout un chapelet d'hypothèses dorées. Son nom indiquait une origine israélite, et l'on sait la bonne réputation accordée à l'ancien peuple de Dieu par la classe ouvrière. On parlait déjà d'un caveau où Ézéchiel amoncelait des trésors. Les autres étaient venus quand la veine aurifère était déjà écrémée. Les autres, pêcheurs naïfs ou pêcheurs d'aventure, les poètes, les inventeurs, les don juan battus, les industriels tombés, les artistes manqués, les comédiens fourbus, les philanthropes usés jusqu'à la corde, les génies piqués au vert, et le notaire n'avait eu pour tout potage que les restes de cet heureux Ézéchiel. Ils étaient là, non point pour le poisson, qui foisonnait réellement d'une façon extraordinaire, mais pour la bague chevalière dont le chaton en brillant reluisait comme le soleil. Ils eussent volontiers plongé tête première pour explorer le fond de l'eau, si la Seine, jaune, haute, rapide et entraînant dans sa course des tourbillons écumeux, n'eût pas défendu les prouesses de ce genre. Ils apportaient des sébiles pour ravager le bas de la berge, dès que l'eau abaisserait son niveau. Ils attendaient, consultant l'étiage d'un œil fiévreux et voyant au fond de l'eau des amas de richesses. Ézéchiel, assis à son comptoir, leur vendait de l'eau-de-vie et les entretenait avec soin dans cette opinion qui achalandait son cabaret. Il était éloquent, cet Ézéchiel, et racontait volontiers que la nuit, au clair de la lune, il avait vu, de ses yeux, des poissons qui se disputaient des lambeaux de chair humaine à la surface de l'eau. Bien plus, il ajoutait qu'ayant noyé ces lignes de fond, amorcées de fromage de gruyère et de sang de bœuf, en aval de l'égout, il avait pris une de ces anguilles courtes, replètes et marquées de taches de feu qu'on rencontre en Loire entre Paimboeuf et Nantes, mais qui sont rares en Seine, autant que le merle blanc dans nos vergers. Une lamproie, ce poisson cannibale, que les patriciens de Rome nourrissaient avec de la chair d'esclaves. D'où venait l'abondante et mystérieuse pâture qui attirait tant d'hôtes voraces précisément en ce lieu? Cette question était posée 1000 fois, tous les jours, les réponses ne manquaient point. Il y en avait de toutes couleurs. Seulement, aucune n'était vraisemblable, ni bonne. Cependant, le cabaret de la pêche miraculeuse et son maître Ézéchiel prospéraient. L'enseigne faisait fortune comme presque toutes les choses à double entente. Elle flattait à la fois, en effet, les pêcheurs sérieux, les pêcheurs de poissons, et cette autre catégorie plus nombreuse, les pêcheurs de chimères, poètes, peintres, comédiens, trouveurs, industriels, bourreaux de femmes en disponibilité, et le notaire. Chacun de ceux-là espérait à tout instant qu'un solitaire de 1000 louis allait s'accrocher à son hameçon. Et vis-à-vis de la rangée des pêcheurs, il y avait, de l'autre côté de la rivière, une rangée de badauds qui regardaient de tous leurs yeux. Les cancans allaient et venaient, les commentaires se croisaient, on fabriquait là assez de bourdes pour désaltérer tout Paris, incessamment altéré de choses vraies qui n'ont pas le sens commun. Je dis choses vraies parce que, soyez bien persuadés de cela, sous toute rumeur populaire, si absurde qu'elle puisse paraître, un fait réel se cache toujours. L'opinion la plus accréditée, sinon la plus vraisemblable, se résumait en un mot qui sollicitait énergiquement les imaginations et valait à lui seul 2 ou 3 des plus ténébreux livres de madame Anne Radcliffe. Ce mot était plus sombre que le titre fameux, le confessionnal des pénitents noirs.
Ce mot était plus mystérieux que les mystères du château des Pyrénées, que les mystères d'Udolphe et que les mystères de la caverne des Apennins. Il sonnait le glas, il flairait la tombe. Ce mot, sincèrement appétissant pour les esprits inquiets, curieux, avides, pour les femmes, pour les jeunes gens, pour tous les curieux de terreur et d'horreur, c'était là vampire. Notre éducation au sujet de ces funèbres pages du merveilleux en deuil a peu marché depuis lors. On a bien écrit quelques-uns de ces livres, qui dissertent sans expliquer, qui compilent sans condenser, et qui relient en de gros volumes le pâle ennui de leurs pages didactiques, mais il semblerait que les savants eux-mêmes, ces braves de la pensée, abordent avec un esprit troublé les redoutables questions de démonologie. Parmi eux, les croyants ont un peu physionomie de maniaques, et les incrédules restent mouillés de cette sueur froide, le doute, qui communique à coup sûr l'ennui contagieux. Je cherche, et je ne trouve pas dans mes souvenirs d'enfant le titre du prodigieux bouquin qui prononça pour la première fois à mes yeux le mot vampire. Ce n'était pas un décourageant article de revue, ce n'était pas une tranche de ce pain banal qu'on émiette dans les dictionnaires, c'était un pauvre conte allemand plein de sève et de fougue sous sa toilette de naïveté empesée. Il racontait bonnement, presque timidement, des histoires si sauvages que j'en ai encore le coeur serré. Je me souviens qu'il était en 3 petits volumes et qu'il y avait une gravure en taille-douce à la tête de chaque tome. Elle ne valait pas un prix fou, mais Seigneur Dieu, comme elle faisait frémir! La première gravure, en taille-douce, calme et paisible comme le prologue de tout grand poème, représentait, j'allais dire Faust et Marguerite à leur première rencontre. Il n'y avait rien là qu'un jeune homme regardant une jeune fille, et cela vous mettait du froid dans les veines, tant Marguerite subissait manifestement le magnétisme fatal qui jaillissait en gerbes invisibles de la prunelle de Faust. Pourquoi ne garderions-nous pas ces noms, Faust et Marguerite? Qu'est le chef-d'œuvre de Goethe, sinon la splendide mise en scène de l'éternel fait de vampirisme qui, depuis le commencement du monde, a desséché et vidé le cœur de tant de familles? Donc, Faust regardait Marguerite. Et c'était une noce, figurez-vous, une noce de campagne, où Marguerite était la fiancée, et Faust un invité de hasard. On dansait sur l'herbe parmi des buissons de roses. Les parents imprudents, et le marié aussi, car il avait le bouquet au côté, le pauvre jeune rustre, contemplaient avec admiration Faust qui faisait valser Marguerite. Faust souriait. La tête charmante de Marguerite allait se penchant sur son épaule, vêtue du dolman hongrois. Et sur le buisson de roses qui fleurissait au premier plan, il y avait un large filet dodécagone, une toile d'araignée, au centre de laquelle l'insecte monstrueux, qu'on appelle aussi la vampire, suçait à loisir la moelle d'une mouche prisonnière. C'était tout pour la gravure en taille-douce. Au texte maintenant. La plume peint mieux que le crayon. Ce sont des plaines immenses que la vieille forteresse d'Ofen regarde par-dessus le Danube, qui la sépare de Pest, la moderne. De Pest jusqu'aux forêts bacconniers, le long de la Theiss bourbeuse et tumultueuse, c'est la plaine, toujours la plaine, sans limite, comme la mer. Le jour, le soleil sourit à cet océan de verdure, et la brise heureuse caresse en se jouant l'incommensurable champ de maïs qui est la Hongrie du Sud. La nuit, la lune glisse au-dessus de ces muettes solitudes. Là-bas, les villages ont 60 000 âmes, mais il n'y a point de hameaux. Le souvenir de la guerre avec le Turc agglomère encore les rustiques habitations, abritées comme les troupeaux de moutons au bercail, derrière la tour ventrue, coiffée du dôme oriental et armée de canons hors d'usage. C'est la nuit. Les morts vont vite au pays magyare en Allemagne, mais ils vont en chariot et non à cheval. C'est la nuit. La lune pend à la coupole d'azur, regardant passer les nus qui galopent follement. L'horizon plat s'arrondit à perte de vue, montrant çà et là un arbre isolé
ou la bascule d'un puits relevé comme une potence. Un char attelé de 4 chevaux à tout crin passe rapide comme la tempête. Un char étrange, aux sur roues, moitié valaque, moitié tartare, et dont l'essieu jette des cris éclatants. Avez-vous reconnu ce hussard dont le dolman flotte à la brise? Et cet enfant, cette douce et blonde fille? Les morts vont vite. Les clochers de Czegled ont fui au lointain, et les tours de Ketchkemet et les minarets de Szegedin. Voici les fières murailles de Temesvar, puis, là-bas, Belgrade, la cité des mosquées. Mais le char ne va pas jusque-là. Sa roue a touché les tables de marbre du dernier cimetière chrétien. Sa roue se brise. Faust est debout, portant Marguerite évanouie dans ses bras. La seconde gravure en taille-douce, oh, je m'en souviens bien, représentait l'intérieur d'une tombe seigneuriale dans le cimetière de Peterwardein. Une longue file d'arceaux où se mourait la lueur d'une seule lampe. Marguerite était couchée sur un lit qui ressemblait à un cercueil. Elle avait encore ses habits de fiancée. Elle dormait. Sous les arceaux, éclairés vaguement, une longue file de cercueils, qui ressemblaient à des lits, supportait de belles et pâles statues, couchées et dormant l'éternel sommeil. Toutes étaient vêtues en fiancées. Toutes avaient autour du front la couronne de fleurs d'oranger. Toutes étaient blanches de la tête aux pieds, sauf un point rongé au-dessous du sein gauche, la blessure par où Faust vampire avait bu le sang de leur cœur. Et Faust, il faut bien le dire, se penchait au-dessus de Marguerite endormie, le beau Faust, le valseur admiré, le tentateur et le fascinateur. Il était hâve. Sans son costume de hussard, vous ne l'auriez point reconnu. Les ossements de son crâne n'avaient plus de cheveux, et ses yeux si beaux, manquaient à leurs orbites vides. C'était un cadavre, ce Faust, et, chose hideuse à penser, un cadavre ivre. Il venait d'achever sa lugubre orgie. Il avait bu tout le sang du cœur de Marguerite. Et le texte? Ma foi, je ne sais plus. Ce second tome était bien moins amusant que le premier. Le vampire hongrois s'ennuie chez lui, comme Don Juan l'espagnol, comme l'anglais Lovelace, comme le français Bourreau des cœurs, quel que soit son nom. Tous ces coquins-là tuent platement, comme des pleutres qu'ils sont au fond. Ils ne valent qu'avant l'assassinat. Je n'ai jamais pu découvrir, pour ma part, la grande différence qu'il y a entre ce pauvre Dumollard, vampire des cuisinières, et Don Juan, grand seigneur. La statue du commandeur elle-même ne me semble pas plus forte que la guillotine. Et s'il est un maraud capable de plaider la cause aux 3/4 perdus de la guillotine, c'est Don Juan. Passons à la 3e gravure en taille-douce, et qu'on me décerne un prix de mémoire. Celle-là était la statue du commandeur, la guillotine, tout ce que vous voudrez. Personne n'ignore qu'un bon vampire était invulnérable et immortel, comme Achille, fils de Pelée, à la condition de n'être point blessé à un certain endroit et d'une certaine façon. Le fameux vampire de Debreczen vécut et mourut, pour mieux dire, pendant 444 ans. Il vivrait encore, si le professeur Hemzer ne lui eût plongé dans la région cardiaque un fer à gaufrer rougi préalablement au feu. C'est là une recette bien connue, et qui, au premier aspect, ne nous semble pas dépourvue d'efficacité. La 3e gravure montrait le vrai cercueil de Faust, où il reposait peut-être depuis des siècles, gardant la bizarre permission de se relever certaines nuits, de revêtir son costume de hussard, toujours propre et fort élégant, pour aller à la chasse de Marguerite. Faust était là, le monstre, avec ses yeux brillants et ses lèvres humides. Il buvait le sang de Marguerite, couchée un peu plus loin. Les gens de la noce avaient, je ne sais trop comment, découvert sa retraite. On avait apporté un fourneau de forge, on avait fait rougir une vaillante barre de fer, et le fiancé la passait à 2 mains, de tout son cœur, au travers de l'estomac du vampire qui n'avait garde de protester. Et Marguerite s'éveillait là-bas, comme si la mort de son bourreau lui eût rendu la vie.
Voilà ce que disait et ce que contenait mon vieux bouquin en 3 petits tomes. Et je déclare que les articles des recueils savants ne m'en ont jamais tant appris sur les vampires. J'ajoute que les badauds de Paris, en l'an 1804, étaient à peu près de notre force, au bouquin et à moi, ce qui donne la mesure de ce que pouvait être leur opinion au sujet de cet être mystérieux que la frayeur publique avait baptisé la vampire. Fin du chapitre 1. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en décembre 2010. Chapitre 2 de la vampire par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2 Saint-Louis en Lille. La vampire existait. Voilà le point de départ et la chose certaine. Que ce fût un monstre fantastique, comme certains le croyaient fermement, ou une audacieuse bande de malfaiteurs réunis sous cette raison sociale, comme les gens plus éclairés le pensaient, la vampire existait. Depuis un mois, il était bruit de plusieurs disparitions. Les victimes semblaient choisies avec soin parmi cette population flottante et riche qu'un intervalle de paix amenait à Paris. On parlait d'une vingtaine d'étrangers pour le moins, tous jeunes, tous ayant marqué leur passage à Paris par de grandes dépenses, et qui s'étaient éclipsés soudain sans laisser de traces. Y en avait-il 20 en effet? La police niait. La police eût affirmé volontiers que ces rumeurs n'avaient pas l'ombre de fondement, et qu'elles étaient l'œuvre d'une opposition qui devenait de jour en jour plus hardie. Mais l'opinion populaire s'affermit d'autant mieux que les dénégations de la police sont plus précises. Dans les faubourgs, ce n'était pas de 20 victimes que l'on parlait, on comptait les victimes par centaines. À ce point qu'on affirmait l'existence d'un ténébreux charnier situé au bord du fleuve. On ne savait, il est vrai, où ce charnier pouvait être caché. On objectait même des impossibilités matérielles, car il eût fallu supposer que le fleuve communiquait directement avec cette tombe pour expliquer le phénomène de la pêche miraculeuse. Et comment admettre la présence d'un canal inconnu aux gens du quartier? Dans la saison d'été, la Seine abandonne ses rives et livre à tout regard le secret de ses berges. C'était assurément là une objection frappante et qui venait à l'appui de l'outrageuse invraisemblance du fait en lui-même. Une oubliette au XIXe siècle? Les sceptiques avaient beau jeu pour rire. Paris ne se faisait point faute d'imiter les sceptiques. Il riait, il répétait sur tous les tons: c'est absurde, c'est impossible. Mais il avait peur. Quand les poltrons de village ont peur, la nuit, dans les chemins creux, ils chantent à tue-tête. Paris est ainsi, au milieu de ses plus grandes épouvantes, il rit souvent à gorge. Paris riait donc en tremblant, ou tremblait en riant, car les objections et les raisonnements ne peuvent rien contre certaines évidences. La panique se faisait tout doucement. Les personnes sages ne croyaient peut-être pas encore, mais l'inquiétude contagieuse les prenait, et les railleurs eux-mêmes, en colportant leurs moqueries, augmentaient la fièvre. 2 faits restaient debout d'ailleurs: la disparition de plusieurs étrangers et provinciaux, disparition qui commençait à produire son résultat d'agitation judiciaire, et cette autre circonstance que le lecteur jugera comme il voudra, mais qui impressionnait Paris plus vivement encore que la première, la pêche miraculeuse du quai de Béthune. C'était, on peut le dire, une préoccupation générale. Ceux qui se bornaient à hocher la tête en avouant qu'il y avait là quelque chose pouvaient passer pour des modèles de prudence. Est-il besoin d'ajouter que la politique fournissait sa note à ce concert? Jamais circonstances ne furent plus propices pour mêler le mélodrame politique à l'imbroglio du crime privé. De grands événements se préparaient, de terribles périls, récemment évités, laissaient l'administration fatiguée et pantelante. L'Empire, qui se fondait à bas bruit dans la chambre à coucher du premier consul, donnait à la préfecture les coliques de l'enfantement. Le citoyen préfet, qui ne devait jamais être un aigle, et qui ne s'appelait pas encore le comte Dubois, tressaillait de la tête aux pieds à chaque bruit de porte fermée, croyant ouïr un écho de cette machine infernale dont il n'avait point su prévenir l'explosion.
Les sombres inventeurs de cet engin, Saint-Régent et Carbon, avaient porté leur tête sur l'échafaud. Mais, du fond de sa disgrâce, Fouché murmurait des paroles qui montaient jusqu'au chef de l'État. Fouché disait: Saint-Régent et Carbon ont laissé des fils. Avant eux, il y avait Ceracchi, Diana et Arena, qui ont laissé des frères. Entre le premier consul et la couronne, il y a la France républicaine et la France royaliste. Pour sauter ce pas, il faudrait un bon cheval, et Dubois n'est qu'un âne. Le mot était dur, mais le futur duc d'Otrante avait une langue de fer. Celui qui devait être l'empereur l'écoutait bien plus qu'il n'en voulait avoir l'air. Quant à Louis-Nicolas Pierre Joseph Dubois, ce n'était pas un âne, non, puisqu'il mangeait des truffes et du poulet, mais c'était un brave homme prodigieusement embarrassé. Les cartes se brouillaient, en effet, de nouveau, et une conspiration bien autrement redoutable que celle de Saint-Régent menaçait le premier consul. Les 3 ou 4 polices chargées d'éclairer Paris, affolées tout à coup par ce danger invisible que chacun sentait, mais dont nul ne pouvait saisir la trace palpable, s'entrechoquaient dans la nuit de leur ignorance, se nuisaient l'une à l'autre, se contrecarraient mutuellement, et surtout s'accusaient réciproquement avec un entrain égal. Paris avait pour elle tant d'affection et en elle tant de confiance qu'un matin Paris s'éveilla disant et croyant que la vampire, cette friande de cadavres, était la police, et que les jeunes gens disparus payaient de leur vie certaines méprises de la police ou des polices, frappant au hasard les prétendus constructeurs d'une machine infernale. Ce jour-là, Paris oublia de rire, mais il s'en dédommagea le lendemain en apprenant que Louis-Nicolas Pierre-Joseph Dubois avait fait cerner par 250 agents l'enclos de la Madeleine, 12 heures juste après la fin d'un conciliabule en plein air tenu par Georges Cadoudal et ses complices, derrière les murailles de l'église en construction. Il semblait, en vérité, que Paris sût ce que le citoyen Dubois ignorait. Le citoyen Dubois passait au milieu de ces événements, gros de menaces, comme l'éternel mari de la comédie qui est le seul à ne point voir les gaietés de sa chambre nuptiale. Il cherchait partout où il ne devait point trouver, il se démenait, il suait sang et eau et jetait, en fin de compte, sa langue au chien avec désespoir. Ce fut dans ce conciliabule de l'église de la Madeleine que Georges Cadoudal proposa aux ex-généraux Pichegru et Moreau le plan hardi qui devait arrêter la carrière du futur empereur. Le mot hardi est de Fouché, duc d'Otrante. Au mot hardi, Fouché ajoute le mot facile. Voici quel était ce plan, bien connu, presque célèbre. Les 3 conjurés avaient à Paris un contingent hétérogène, puisqu'il appartenait à tous les partis ennemis du premier consul, mais unis par une passion commune et composés d'hommes résolus. Les mémoires contemporains portent ce noyau à 2000 combattants pour le moins, vendéens, chouans de Bretagne, gardes nationaux de Lyon, babouvistes et anciens soldats de coude. Une élite de 300 hommes, parmi ces partisans, avait été pourvue d'uniformes appartenant à la garde consulaire. Le chef de l'État habitait le château de Saint-Cloud. À la garde montante du matin, et à l'aide d'intelligences qui ne sont pas entièrement expliquées, les 300 conjurés, revêtus de l'uniforme réglementaire, devaient prendre le service du château. Il paraît prouvé qu'on avait le mot d'ordre. À son réveil, le premier consul se serait donc trouvé au pouvoir de l'insurrection. Le plan manqua, non point par l'action des polices, qui l'ignorèrent jusqu'au dernier moment, mais par l'irrésolution de Moreau. Ce général était sujet à ces défaillances morales. Il eut frayeur ou remords. L'exécution du complot fut remise 4 jours de là. Jamais les complots remis ne s'exécutent. On raconte qu'un breton conjuré, M. de Querelle, pris de frayeur à la vue de ces hésitations, demanda et obtint une audience du premier consul lui-même et révéla tous les détails du plan. Napoléon Bonaparte rassembla, dit-on, dans son cabinet, sa police militaire, sa police politique et sa police urbaine. M. Savary, depuis duc de Rovigo,
le grand juge Régnier et H. Dubois. Il leur raconta la très curieuse histoire de la conspiration. Il leur prouva que Moreau et Pichegru allaient et venaient depuis 8 jours dans les rues de Paris comme de bons bourgeois, et que Georges Cadoudal, gros homme de moeurs joyeuses, fréquentait assidûment les cafés de la rive gauche après son dîner. L'histoire ne dit pas que son discours fut semé de compliments très chauds pour ces 3 chargés d'affaires au département de la clairvoyance. Le futur empereur ne remercia que Dieu et son ancien ami, J. Victor Moreau, qu'il avait toujours regardé comme une bonne arme mal chargée et susceptible de faire long feu. Moreau et Pichegru furent arrêtés. Georges Cadoudal, qui n'était pourtant pas de corpulence à passer par le trou d'une aiguille, resta libre. Et Fouché se frotta les mains, disant « Vous verrez qu'il faudra que je m'en mêle. » Par le fait, les gens de police sont rares, et Fouché lui-même fut en défaut nombre de fois. Argus a beau posséder 50 paires d'yeux, qu'importe s'il est myope. L'histoire des bévues de la police serait curieuse, instructive, mais monotone et si longue, que le découragement viendrait à moitié route. Nous avions, pour placer ici cette courte digression historique, plusieurs raisons qui toutes appartiennent à notre métier de conteur. D'abord, il nous plaisait de bien poser le cadre où vont agir les personnages de notre drame. Ensuite, il nous semblait utile d'expliquer, sinon d'excuser, l'inertie de la police urbaine en face de ces rumeurs qui faisaient, par la ville, une véritable concurrence au cancan d'État. La police avait autre chose à faire et ne pouvait s'occuper de la vampire. La police s'agitait, cherchait, fouillait, ne trouvait rien et était sur les dents. Le 28 février 1804, le jour même où Pichegru fut arrêté dans son lit, rue Chabanais, chez le courtier de commerce Leblanc, un homme passa rapidement sur le marché neuf, devant un petit bâtiment qui était en construction, au rebord même du quai, et dont les échafaudages dominaient la Seine. Les maçons qui pliaient bagages et les conducteurs des travaux connaissaient bien cet homme, car ils l'appelèrent, disant « Patron, ne venez-vous point voir si nous avons avancé la besogne aujourd'hui ?» L'homme les salua de la main et poursuivit sa route en remontant le cours de la rivière. Maçons et surveillants se prirent à sourire en échangeant des regards d'intelligence, car il y avait une jeune fille qui allait à quelques 100 pas en avant de l'homme, enveloppée dans une mante de laine noire et cachant son visage sous un voile. « Voilà 3 jours de suite, dit un tailleur de pierre, que le patron court le guilledou de ce côté-là. Il est vert encore, ajouta un autre, le patron. Et un troisième. Écoutez donc, on n'est pas de bois. Le patron a un métier qui ne doit pas le régayer plus que de raison. Il faut bien un peu rire. Un vieux maçon, qui remettait sa veste, blanche de plâtre, murmura « Voilà 30 ans que je connais le patron. Il ne rit pas comme tout le monde. » L'homme allait cependant à grands pas et se perdait déjà derrière les masures qui encombrent le marché neuf, aux abords de la rue de la Cité. Quant à la fillette voilée, elle avait complètement disparu. L'homme était vieux, mais il avait une haute et noble taille, hardiment dégagée. Son costume, qui semblait le classer parmi les petits bourgeois, dispensés de tout frais de toilette, était grandement porté. Il avait, cet homme, des pieds à la tête, l'allure franche et libre que donne l'habitude de certains exercices du corps, réservés, d'ordinaire, à la classe plus riche. Du bâtiment en construction jusqu'au pont Notre-Dame, nombre de gens se découvrirent sur son passage. C'était évidemment une notabilité du quartier. Il répondait au salut d'un geste bienveillant et cordial, mais il ne ralentissait point sa course. Sa course semblait calculée non point pour rejoindre la jeune fille, mais pour ne la jamais perdre de vue. Celle-ci, dont les jambes étaient moins longues, allait du plus vite qu'elle pouvait. Elle ne se savait point poursuivie. Du moins, pas une seule fois elle ne tourna la tête pour regarder en arrière. Elle regardait en avant, de tous ses yeux, de toute son âme. En avant, il y avait un jeune homme à tournure élégante et hautaine, qui longeait en ce moment le quai de la Grève. Le suivait-elle? Plus notre homme que les maçons du marché neuf appelaient le patron approchait de l'hôtel de ville,
moins nombreux étaient les gens qui le saluaient d'un air de connaissance. Paris est ainsi et contient des célébrités de rayon qui ne dépassent pas tel numéro de telle rue. Une fois que l'homme eut atteint le quai des Ormes, personne ne le salua plus. L'homme, cependant, le patron, qu'il courût ou non le Guilledou, avait la vue bonne, car, malgré l'obscurité qui commençait à borner les lointains, il surveillait non seulement la fillette, mais encore le charmant cavalier que la fillette semblait suivre. Celui-ci tourna le premier l'angle du pont Marie, qu'il traversa pour entrer dans l'île Saint-Louis. La fillette fit comme lui, le patron prit la même route. Le pas de la fillette se ralentissait sensiblement et devenait pénible. Rien n'échappait au patron, car sa poitrine rendit un gros soupir, tandis qu'il murmurait « Il nous la tuera. Faut-il que tant de bonheur se soit changé ainsi en misère ?» On ne voyait plus le jeune cavalier, qui avait dû tourner le coin des rues Saint-Louis-en-l'Île et des Deux-Ponts. La fillette marchait désormais avec un effort si visible que le patron fit un mouvement comme s'il eût voulu s'élancer pour la soutenir. Mais il ne céda point à la tentation et calcula seulement sa marche de façon à bien voir où elle dirigerait sa course après avoir quitté la rue des Deux-Ponts. Elle tourna vers la gauche et franchit sans hésiter la porte de l'église Saint-Louis. La brume tombait déjà dans cette rue étroite. À l'ombre de l'église et devant le portail, il y avait un riche équipage qui allumait ses lanternes d'argent. La République dormait, prête à s'éveiller en pire. Elle avait fait trêve un peu au luxe extravagant du directoire, mais elle ne proscrivait en aucune façon les allures seigneuriales. La voiture arrêtée à la porte de l'église Saint-Louis eût fait honneur à un prince. L'attelage était splendide, le coffre d'une élégance exquise, et les livrées brillaient irréprochables. En ce temps, la rue Saint-Louis-en-l'Île ne se distinguait point par une animation exceptionnelle. Elle desservait un quartier somnolent et presque désert. Elle ne venait d'aucun centre, elle ne menait à aucune artère. Vous eussiez dit, en la voyant, la rue principale d'un chef-lieu de canton situé à 100 lieues de Paris. À l'heure où nous sommes, Paris n'a point de quartier désert. Le commerce s'est emparé du Marais et de l'île Saint-Louis. Les uns disent qu'il déshonore ces magnifiques hôtels de la vieille ville, les autres qu'il les réhabilite. À cet égard, le commerce n'a pas de parti pris. Il ne demande pas à réhabiliter, il ne craint pas de souiller. Il veut gagner de l'argent et se moque bien du reste. Sous le consulat, Paris ne comptait guère plus de 500 000 habitants. Toute cette portion orientale de la ville, abandonnée par la noblesse de robe et n'ayant point encore l'industrie, était une solitude. À cause de cela, sans doute, le resplendissant équipage stationnant à la porte de l'église avait attiré un concours inusité de curieux. Vous eussiez bien compté dans la rue une douzaine de commères et un nombre égal de bambins. Le concile en plein air était présidé par un portier. Le portier, adonné comme c'est pareil à une philosophie austère et détestant tout ce qui est beau parce qu'il était affreusement laid, prononçait un discours contre le luxe. Les gamins regardaient luire les lanternes et piaffer les chevaux. Les commères se disaient « Si le ciel était juste, nous éclabousserions aussi le pauvre monde. » « S'il vous plaît, demanda le patron des maçons du marché neuf, à qui appartient cette voiture ? Gamins, commères et portiers le toisèrent de la tête aux pieds. « Celui-là n'est pas du quartier, dirent les gamins. « Est-il chargé de faire la police ? Demanda une commère. « Comment vous nomme-t-on, l'ami ? Interrogea le portier. Nous n'avons pas de comptes à rendre à des étrangers. Car les gens de Paris sont des étrangers, pour ces farouches insulaires penitus toto diviso sorbe, séparés du reste de l'univers par les deux bras de la Seine. À l'instant où le patron allait répondre, la porte de l'église s'ouvrit, et il recula de 3 pas en laissant échapper un cri de surprise, comme si un spectre lui eût apparu. C'était, en tout cas, un fantôme charmant. Une femme toute jeune et toute belle, dont les cheveux blonds tombaient en boucles gracieuses autour d'un adorable visage. Cette femme donnait le bras à un jeune homme de 25 à 30 ans,
qui n'était point celui que suivait naguère notre fillette, et que vous eussiez jugé allemand à certains détails de son costume. Ramberg, murmura le patron. La délicieuse blonde était assise déjà sur les coussins de la voiture, où le jeune allemand prit place à côté d'elle. Une voix sonore et douce commanda: à l'hôtel. Et la portière se referma. Les beaux chevaux prirent aussitôt le trot de parade dans la direction du Pont-Marie. Je vous dis que c'est une ci-devant, affirma le portier. Non pas, riposta une commère. C'est une duchesse de Turquie ou d'ailleurs. Une espionne de Pitt et Cobourg, peut-être. Les gamins, à qui on avait jeté des pièces blanches, couraient après l'équipage en criant avec ferveur: vive la princesse! Le patron resta un moment immobile. Son regard était baissé. On lisait sur son front pâle le travail de sa pensée. Ramberg, répéta-t-il, qui est cette femme? Et qui me donnera le mot de l'énigme? On croyait le baron de Ramberg parti depuis 8 jours, et voilà plus de 2 semaines que le comte Wenzel a disparu. La femme avec qui je le vis était brune, mais c'était le même regard. Sans s'inquiéter davantage du petit rassemblement, qu'il examinait désormais avec défiance, il monta tout pensif les marches de l'église et en franchit le seuil. L'église semblait complètement déserte. Les derniers rayons du jour envoyaient à peine, à travers les vitres, de sombres et incertaines lueurs. La lampe perpétuelle laissait battre sa lueur toujours mourante au-devant du maître-autel. Pas un bruit n'indiquait dans la nef la présence d'un être humain. Le patron était pourtant bien sûr d'avoir vu entrer la jeune fille, et si la jeune fille était entrée, ce devait être sur les traces de celui qu'elle suivait. Le patron avait déjà parcouru l'un des bas-côtés, visitant de l'œil chaque chapelle, et la moitié de l'autre, lorsqu'une main le toucha au passage, sortant de l'ombre d'un pilier. Il s'arrêta, mais ne parla point, parce que la créature humaine qui était là, tapie dans l'angle profond laissé derrière la chaire, mit un doigt sur ses lèvres et montra ensuite un confessionnal situé à quelques pas de là. Le patron s'agenouilla sur la dalle et prit l'attitude de la prière. L'instant d'après, la porte du confessionnal s'ouvrit, et un prêtre jeune encore, dont la tonsure laissait une place d'une blancheur éclatante au milieu d'une forêt de cheveux noirs, se dirigea vers l'autel de la Vierge et s'y prosterna. Après une courte oraison, pendant laquelle il frappa 3 fois sa poitrine, le prêtre baisa la pierre en dehors de la balustrade et gagna la sacristie. L'ombre sortit alors de son encoignure et dit: maintenant nous sommes seuls. C'était un enfant, ou du moins il semblait tel, car sa tête ne venait pas tout à fait à l'épaule de son compagnon, mais sa voix avait un timbre viril, et le peu qu'on voyait de ses traits donnait un démenti à la petitesse de sa taille. Y a-t-il longtemps que tu es là, Patou? demanda notre homme. Monsieur le gardien, répondit l'ombre, la clinique du docteur Loisel a fini à 3h12, et il y a loin de Saint-Louis-en-l'Île à l'école de médecine. Qu'as-tu vu? Interrogea encore celui qu'on nommait ici monsieur le gardien, et là-bas le patron. Au lieu de répondre, cette fois, le prétendu enfant secoua d'un mouvement brusque la chevelure hérissée qui se crêpait sur sa forte tête, et murmura comme en se parlant à lui-même: je serais bien venu plus tôt, mais le professeur Loisel faisait sa leçon sur l'organon de Samuel Hahnemann. Voilà 8 jours que dure cette parenthèse, où il n'est pas plus question de clinique que du déluge. Je n'avais jamais entendu parler de ce Samuel Hahnemann, mais on l'insulte tant et si bien à l'école que je commence à le regarder comme un grand inventeur. Patou, mon ami, interrompit le gardien, vous autres de la faculté, vous êtes tous des bavards. Il ne s'agit pas de ce Samuel, qui doit être un juif ou tout au moins un baragouineur allemand, puisqu'il a un nom en manne. Qu'as-tu vu? Dis vite. Ah, monsieur le gardien, répliqua Patou, de drôles de choses, parole d'honneur. Les gens de police doivent s'amuser, c'est certain, car pour une fois que j'ai fait l'espionne, je me suis diverti comme un ange. La jolie femme, dites donc. Quelle femme? La comtesse. Ah ah, fit le gardien, c'est une comtesse. L'abbé Martel l'a appelée ainsi. Mais pensiez-vous que je voulais parler de votre Angèle, pauvre cher coeur?
puisque vous me demandiez quelle femme. N'as-tu point vu Angèle? Si fait, bien pâle et avec des larmes dans ses beaux yeux. Et René? René aussi, plus pâle qu'Angèle, mais le regard brûlant et fou. Et as-tu deviné? Patience! Au lit du malade, celui qui expose le mieux les symptômes ne découvre pas toujours le remède. Il y a les savants et les médecins, ceux qui professent et ceux qui guérissent. Je vais vous exposer les faits. Je suis le savant, vous serez le médecin si vous devinez le mot de la charade, ou des charades, car il y a là plus d'une maladie, j'en suis sûr. Un bruit de clef se fit entendre en ce moment du côté de la sacristie, et le bedeau commença une ronde, disant à haute voix: On va fermer les portes. Hormis le gardien et Patou, il n'y avait personne dans l'église. Le gardien se dirigea vers l'entrée principale, mais Patou le retint et se mit à marcher en sens contraire. En passant près du petit bénitier de la porte latérale, le gardien y trempa les doigts de sa main droite et offrit de l'eau bénite à Patou, qui dit merci en riant. Le gardien se signa gravement. Patou dit: Je n'ai pas encore examiné cela. Hier je me moquais de Samuel Hahnemann, aujourd'hui j'attacherai volontiers son nom à mon chapeau. Quand j'aurai achevé mon cours de médecine, je compte étudier un peu la théologie, et peut-être que je mourrai capucin. Il s'interrompit pour ajouter en montrant la porte: C'est par là que M. René est sorti, et après lui mademoiselle Angèle. Le gardien était pensif. Tu as peut-être raison de tout étudier, Patou, mon ami, dit-il avec une sorte de fatigue. Moi je n'ai rien étudié, sinon la musique, l'escrime et les hommes. Excusez du peu, fit l'apprenti médecin. Il est trop tard pour étudier le reste, acheva le gardien. Je suis du passé, tu as de l'avenir. Le passé croyait à ce qu'il ignorait. Vous croirez sans doute à ce que vous aurez appris. Je le souhaite, car il est bon de croire. Moi, je crois en Dieu qui m'a créé. Je crois en la République que j'aime et en ma conscience qui ne m'a jamais trompé. Patou sauta sur le pavé de la rue Poultier et fit un entrechat à quatre temps qu'on n'eût point espéré de ses courtes jambes. Vous, patron, dit-il en éclatant de rire, vous êtes naïf comme un enfant, solide comme un athlète et absurde comme une jolie femme. Vous confondez toutes les notions. J'ai un petit-neveu qui me disait l'autre jour: J'aime maman et les pommes d'api. C'est de votre... À propos, c'est cette belle comtesse blonde qui me fait songer à cela. Quel sujet à disséquer! J'étudie en ce moment les maladies spéciales de la femme. J'aurais grand besoin de quelqu'un... J'entends quelqu'un de jeune et de bien conforme. Un beau sujet. Auriez-vous cela dans votre caveau de bénédiction, monsieur Jean-Pierre? Fin du chapitre 2. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 3 de la vampire par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3 Germain Patou. Il faisait presque nuit. Un seul pas, lourd et lent, sonnait sur le pavé si vieux, mais presque vierge, de ces rues mélancoliques où nul ne passe et que le clair regard des boutiques ouvertes n'illumine jamais. Ce pas solitaire était celui d'un pauvre estropié qui allait, allumant l'une après l'autre les mèches fumeuses des réverbères avares de rayons. L'estropié cahotait sous ses haillons comme une méchante barque secouée par la houle. Il chantait une gaudriole plus triste qu'un libérat. Patou est l'homme que nous avons désigné sous tant de noms déjà, le patron des maçons du marché neuf, monsieur le gardien, monsieur Jean-Pierre, descendait de la petite porte de l'église Saint-Louis au quai de Béthune. Dans l'ombre, la différence qui existait entre leurs tailles atteignait au fantastique. Patou semblait un nain et Jean-Pierre un géant. Quelque jour, nous retrouverons ce nain grandi, non pas au physique beaucoup, mais au moral. Nous verrons le docteur Germain Patou porter à son chapeau, selon sa propre volonté, le nom de Samuel Hahnemann comme une cocarde, et produire de ces miracles qui firent lapider une fois, à Leipzig, le fondateur de l'école homéopathique, mais qui fondirent plus tard le bronze dont est faite sa statue colossale, la statue de ce même Samuel Hahnemann, érigée au beau milieu de la maîtresse-place,
en cette même cité de Leipzig, sa patrie. Si l'on pouvait appliquer un mot divin à ces petites persécutions qui arrêtent un instant, puis fécondent le progrès à travers les siècles, nous dirions que la plus curieuse de toutes les histoires à faire est celle des calvaires triomphants. Dans cette comédie bizarre et terrible que nous mettrons bientôt en scène sous ce titre, numéro 13, le docteur Germain Patou aura un rôle. Le patron répondit ainsi à sa dernière question. « Petit homme, tu ne parles pas toujours avec assez de respect des choses qui sont à ma garde. Je n'aime pas la plaisanterie à ce sujet. Mais tu vaux mieux que ton ironie, et l'on dit que pour le métier que tu as choisi, il n'est pas mauvais de s'endurcir un peu le cœur. Je t'ai connu enfant. Je n'ai pas fait pour toi tout ce que j'aurais voulu. » Patou l'interrompit par une nouvelle pression de main. « Halte là !» s'écria-t-il. « Vous m'avez donné 2 fois du pain, monsieur Sévérin, » prononça-t-il avec une profonde émotion qui vous eût étonné bien plus encore que l'entrechat à 4 compartiments. « Le pain du corps et celui de l'âme. C'est par vous que j'ai vécu, c'est par vous que j'ai étudié. Si je domine mes camarades à l'école, c'est que vous m'avez ouvert ce sombre amphithéâtre près duquel vous dormez, miséricordieux et calme, comme la bonté incarnée de Dieu. » Sur la main du patron, une larme tomba. « Tu es un bon petit gars, » murmura-t-il. « Merci. »« Je serai ce que l'avenir voudra, » repartit Patou, qui redressa sa courte taille. « Je n'en sais rien, mais je puis répondre du présent et vous dire que, sur un signe de vous, je me jetterai dans l'eau ou dans le feu, à votre choix. » Le patron se pencha sur lui et le baisa, répétant à demi-voix. « Merci, petit homme. Je serais bien embarrassé de dire au juste où le bas me blesse, mais je sens que j'aurai bientôt besoin de tous ceux qui m'aiment. Dis-moi ce que tu as vu. » Ils se reprirent à marcher côte à côte, et Patou commença ainsi. « Quand je suis arrivé, après l'école, l'abbé Martel était seul avec le gros marchand de chevaux. Il parlait de ceci et de cela, de l'arrestation de Pichegru, je suppose, car l'abbé Martel a dit: « Le malheureux homme a terni en quelques jours de bien belles années de gloire. »« Savoir, savoir, » a répondu le gros Maquignon, « ça dépend du point de vue. » Puis il ajouta: « Monsieur l'abbé, vous savez que je ne me mêle guère de politique. Mon commerce avant tout, et s'il arrivait quelque chose au premier consul, vous jugez quel gâchis. »« Que Dieu nous en préserve !» a dit l'abbé en faisant un grand signe de croix. Après quoi, il a donné au Maquignon l'adresse d'une personne dont je n'ai pas entendu le nom et qui demeure en son hôtel, chaussée des Minimes. Et il a ajouté: « Celle-là est un ange et une sainte. »« Tout ce que vous voudrez, monsieur l'abbé, » a répondu le gros marchand, qui a l'air d'un joyeux compère, « pourvu qu'elle m'achète une paire ou deux de mes beaux chevaux normands. »« Il n'a point parlé de son neveu ?» demanda le patron. « Pas que je sache, » répondit Patou, « mais je n'ai entendu que la fin de leur entretien. Et la leçon du professeur Loisel me trottait encore un peu par la tête. Quel gaillard que ce Hahnemann! Un véritable ange, je ne dis pas une sainte, je n'en sais rien, c'est cette blonde comtesse. Vous n'avez pas pu la bien voir comme moi. La nuit venait déjà, et il faut le grand jour à ces exquises perfections. Des yeux, figurez-vous, 2 saphirs, une bouche qui est un sourire, une taille qui est un rêve de grâce et de jeunesse, des cheveux transparents où la lumière glisse et joue. « Petit homme, » interrompit le patron, « je suis ici pour René et pour Angèle. »« Bon !» s'écria Patou. « Il paraît que je m'enflammais comme une brassée de bois sec, patron. Et pourtant je ne me fais pas l'effet d'être un amoureux. Mais il est certain que, si le diable pouvait me tenter, cette créature-là... Enfin, n'importe. Arrivons à monsieur René de Kervoz. Je crois que monsieur René de Kervoz est du même avis que moi, et que votre pauvre Angèle avait deviné tout cela avant nous. Je vais vous faire le procès-verbal pur et simple de ce que j'ai vu. Ce n'est pas grand-chose, mais vous êtes un finaud, vous, patron, et vous allez trouver du premier coup le mot de l'énigme. » Après le départ du gros marchand de chevaux, l'abbé Martel est rentré à la sacristie, et j'ai pris mon poste au coin du pilier. Un pas léger m'a fait tourner la tête. Un éblouissement a passé devant mes yeux. C'était l'ange blond. Parole d'honneur, je n'ai jamais rien imaginé de plus charmant. L'ange a franchi le seuil de la sacristie, laissant derrière elle ce vent parfumé qui trahissait la présence de Vénus. Voir Virgile.
Quand elle est ressortie, l'abbé Martel la suivait. Un beau prêtre bien vénérable, quoiqu'il s'occupe un peu trop de politique. Il parlait encore politique en gagnant son confessionnal et il disait: ma fille, le premier consul a fait beaucoup pour la religion. Je crains que vous ne soyez mêlée à toutes ces intrigues des conspirateurs. La belle blonde a eu un étrange sourire en répondant: mon père, aujourd'hui même vous allez connaître le secret de ma vie. Une fatalité pèse sur moi. Ne me soupçonnez pas avant que je vous ai dit mon malheur et l'espoir qui me reste. Je suis de noble race, de race puissante même. La mort a moissonné autour de moi, me laissant seule. La lettre de l'archevêque Primat de Grand, vicaire général de sa sainteté en Hongrie, vous a dit que je cherche dans l'Église une protection, une famille. Les conspirations me font horreur, et si je perds la dernière chance que j'ai d'être heureuse par le cœur, mon dessein est de chercher la paix au fond d'un cloître. Le confessionnal de l'abbé Martel s'est ouvert, puis refermé. Je n'ai plus rien entendu. Ici, l'apprenti médecin s'interrompit brusquement pour fixer sur son compagnon ses yeux qui brillaient dans la nuit. Patron, demanda-t-il, comprenez-vous quelque chose à cela? Va toujours, répliqua le gardien, dont la tête pensive s'inclinait sur sa poitrine. Si vous comprenez, grand bien vous fasse, reprit Patou. Je continue. Un quart d'heure environ se passa. Cette brave église de Saint-Louis-en-l'Île ne reçoit pas beaucoup de visites. La première personne qui entra fut ce grand garçon d'allemand à qui vous donniez des leçons d'escrime dans le temps. Ramberg, murmura le gardien. Je l'ai vu. C'est une rencontre qui a dû vous étonner, car vous m'aviez dit qu'il était reparti pour l'Allemagne. En entrant, il alla droit à la sacristie, où l'abbé Martel et la divine blonde le rejoignirent bientôt. Dans la sacristie, il y eut une conférence d'un peu plus de 20 minutes, à la suite de laquelle la blonde délicieuse alla s'agenouiller devant l'autel de la Vierge, tandis que l'Allemand et l'abbé Martel prenaient place au confessionnal. « Est-ce qu'on ne se confesse pas avant de se marier, patron ?» Le gardien ne répondit point. Patou poursuivit. Monsieur René de Kervoz entra pendant que l'Allemand se confessait. Angèle le suivait de près. Vous jugez si j'avais mes yeux et mes oreilles dans ma poche. René de Kervoz traversa l'église d'un pas rapide. Ce ne devait pas être la première fois qu'il avait un rendez-vous dans ce lieu, ou tout au moins dans un lieu pareil. Ma déesse blonde entendit le bruit de ses pas et se retourna. Elle mit un doigt sur sa bouche. Kervoz s'arrêta comme par enchantement. Ils se croyaient seuls tous deux, car Angèle, pâle, essoufflée et prête à tomber d'épuisement, mais les yeux en feu et la poitrine haletante, se tenait immobile à quelques pas de moi, derrière le même pilier. La nuit venait déjà. Angèle ne me voyait pas. Quand elle s'agenouilla, ne pouvant plus se tenir sur ses jambes, j'aurais pu la toucher rien qu'en étendant la main. Je restais immobile, mais j'avais le cœur serré par le bruit sourd des sanglots qui déchiraient sa poitrine. Il devait se croire seul. Ni l'un ni l'autre ne soupçonnait ma présence, et, du confessionnal où l'abbé Martel écoutait l'allemand, on ne peut voir l'autel de la Vierge. La charmante inconnue avait une figure à peindre, éclairée qu'elle était par les dernières lueurs du jour passant à travers les vitraux. Derrière moi, la pauvre Angèle murmurait d'une voix noyée par les larmes: « Mon Dieu, qu'elle est belle !» Kervoz a voulu parler. Un geste impérieux a fermé sa bouche. La reine des blondes souriait comme une madone. Elle a prononcé quelques mots qui ne sont pas venus jusqu'à moi, et il m'a semblé que son doigt désignait le confessionnal de l'abbé Martel. L'entrevue, du reste, n'a pas duré 1 minute. La main de ma belle inconnue s'est étendue vers le dehors, et René de Kervoz, avec une obéissance d'esclave, a quitté l'église par la porte latérale. Angèle, la pauvre enfant, s'est relevée en gémissant pour s'élancer encore sur ses traces. Juste à ce moment, la confession de l'Allemand prenait fin. Mon inconnue, car elle est à moi aussi, patron, et quoique je sois un assez laid papillon, je me brûlerais volontiers les 2 ailes à ce flambeau diabolique ou céleste. Mon inconnue a rejoint M. de Ramberg, et ils se sont agenouillés l'un près de l'autre. Avant de partir, ils se sont inclinés tous deux devant le confessionnal, d'où est sortie une parole de bénédiction. C'est tout, sauf ce détail que j'ai entendu tomber dans le tronc des pauvres une double offrande, lourde et sonore.
Vous savez le reste mieux que moi, puisque vous êtes entré au moment où ils sortaient ensemble. Maintenant, patron, s'interrompit le petit médecin, qui fixa sur son compagnon ses yeux brillants de curiosité, ayez pitié de moi. Si vous voyez clair, dites-moi bien vite le mot de cette charade, car je grille de savoir. N'est-ce qu'une intrigue galante? La vieille histoire d'une jolie femme jouant sous jambe deux amoureux? Sommes-nous sur la trace d'un complot? Ce prêtre est-il trompé? Est-il complice? Tout est bizarre là-dedans, jusqu'au gros marchand de chevaux dont la figure m'apparaît menaçante et terrible quand je regarde en arrière. Vous ne répondez pas, patron? Le gardien était en effet pensif et silencieux. Il s'était arrêté au bout de la rue Poultier, devant le parapet du quai qui regarde le port aux vins. La lune, qui se levait derrière les arbres de l'île Louviers, prolongée par les peupliers énormes du mail Henri IV, frappait obliquement le courant de la Seine et y formait un long spectre tout fait de paillettes mobiles. Il n'y a plus d'île Louviers, et les peupliers géants de l'arsenal sont tombés. Vers l'ouest, tout le long de l'eau, Paris allumait gaiement ses bougies, ses lampes et ses réverbères. Du côté de l'est, c'était presque la nuit campagnarde, car l'île Louviers et le Mail cachaient le quartier de l'Arsenal, et, sur l'autre bord de la Seine, le regard devait aller jusqu'à Ivry, par-delà le jardin des plantes, pour rencontrer quelque lumière. Une seule lueur, vive et rouge, attirait l'œil au coin de la rue de Bretonvilliers. C'était la provocante lanterne du cabaret d'Ézéchiel, le maître de la pêche miraculeuse. Il n'y avait pas une âme sur le quai, mais le silence y était troublé parfois tout à coup par de soudaines rumeurs mêlées d'éclats de rire. Ce bruit venait de la rivière, et pour en connaître l'origine, il eût suffi de se pencher au-dessus du parapet. Les pêcheurs de miracles étaient à leur poste malgré l'heure avancée. Il y avait sur la berge une ligne pressée de bonnes gens qui jetaient l'hameçon avec un zèle patient. Les clameurs et les rires étaient produits par ces petits incidents qui égayent constamment la pêche en rivière de Seine, où l'hameçon accroche plus de vieux chapeaux, plus de bottes noyées et plus de carcasses de chats décédés que d'esturgeons. Chaque déconvenue de ce genre amenait des transports de joie. L'apprenti médecin, qui était évidemment un gaillard à s'amuser de tout, écouta un instant le remue-ménage qui se faisait au bas du mur. Il avait l'air de connaître très bien l'endroit, ainsi que le genre de besogne qui réunissait tout ce monde. Au bout d'une minute ou deux, il releva la tête vers son compagnon et répéta « Patron, vous ne répondez pas ?» Le gardien avait mis ses deux coudes sur le parapet, au-delà duquel son regard plongeait. « Crois-tu à tout cela, toi, Patou ?» demanda-t-il en pointant du doigt la rangée de pêcheurs qui en ce moment se taisaient. « Je crois à tout, » répliqua le petit homme. « C'est moins fatigant que de douter. D'ailleurs, j'ai acheté ici, la semaine passée, un fémur de toute beauté qui semblait désarticulé par un préparateur de l'amphithéâtre. »« Ah !» fit le gardien. Il ajouta. « On l'avait retiré de l'eau, ton fémur. »« Il n'y avait pas séjourné longtemps, » repartit Patou. « Et rien ne m'ôtera de l'idée qu'il y a là-dessous quelque diablerie. Mais tout cela n'est pas une réponse à ma question. En savez-vous plus long que moi, oui ou non ?» Le gardien s'assit sur le parapet et souleva son chapeau pour essuyer la sueur qui baignait son front dépouillé. « Ce qui se passe, là, dit-il, est une énigme pour moi comme pour toi. C'est parce que je ne comprends pas que j'ai peur. » Il était ému profondément. Il dit encore. « Je ne voudrais pas qu'on fît du mal au premier consul, je l'aime, quoique je le soupçonne de vouloir confisquer la République. Mais le premier consul est bon pour se défendre si on l'attaque. Je ne pense pas au premier consul. Angèle, René, ces deux enfants-là sont le sang de mon cœur. Je donnerais ma main droite pour savoir. »« Une vaillante main » s'écria Patou. « Ce serait trop cher. »« Que ce soit une intrigue d'amour, poursuivit le gardien, une conspiration, ou les deux ensemble, ou encore quelqu'une de ces ténébreuses scélératesses qui profitent des temps troublés pour aboutir, il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose de menaçant et de sanglant. Je saurai le fond de tout ceci. Dussé-je aller jusqu'au préfet de police. » Patou eut un ricanement qui ne témoignait pas d'une haute confiance en cet important magistrat. « J'irai plus loin s'il le faut, poursuivit le gardien.
Il y a déjà un de mes 3 amis d'Allemagne qui a disparu. Si Ramberg disparaît, ce sera dans le même trou. J'avais prévenu le premier, j'avertirai le second. Mais cette femme est belle, et son regard donne le vertige. Vous croiriez commença Patou, qui resta bouche béante. J'ai peur, dit pour la 3e fois le gardien. Le petit homme murmura. C'est vrai, son regard donne le vertige. Je commence à comprendre. Il y eut une explosion de cris au bord de l'eau. Tiens bon, Colinet, disait-on. Ferme, Colinet, ne laisse pas aller. Colinet, tu tiens ta fortune, amen. Nos 2 compagnons se mirent au balcon sur le parapet et regardèrent. Aux lueurs de la lune, ils purent voir les rangs des pêcheurs qui se rompaient pour entourer un homme en costume misérable, attelé à une ligne de fond et tirant de toute sa force. Pour le coup, ça doit être une baleine, grommela Patou. Ou un cadavre tout entier, dit le gardien. On vint en aide à Colinet, dont la ligne était solide, et après quelques efforts prudemment dirigés, l'objet pêché parut à fleur d'eau, éclairé par des torches de paille que les assistants curieux avaient allumées. Un formidable éclat de rire éveilla les échos déserts du rivage, depuis le chevet de Notre-Dame jusqu'au quai de la Râpée. Ah, bravo, Colinet! Colinet a de la chance. Colinet a pêché un pierrot à la ligne de fond avec une boule de terre glaise. Vive Colinet! L'objet était en effet un pierrot, habillé de pied en cap avec la défroque traditionnelle du bouffon de la comédie italienne, mais ce n'était pas un noyé en chair et en os. Pour un motif ou pour un autre, on avait joué ce tour lugubre aux pêcheurs de miracles de couler à leur place favorite un mannequin bourré de paille et de sable. Le bruit de la berge fut longtemps à se calmer. Colinet, dépourvu de mauvaise honte, fit un paquet des loques qui habillaient le mannequin et les mit aux enchères sur le prix de 40 sous. Patou avait ri d'abord comme les autres, mais la réflexion vint, et il dit « Ceux qui ont fait cela devaient avoir un intérêt. »« Petit homme, répliqua brusquement le gardien, je n'ai plus besoin de toi. Monte à présent à la maison, où ma bonne femme est seule et peut-être inquiète. Angèle doit être rentrée à l'heure qu'il est. Si tu connais un remède contre le chagrin, fais-lui une ordonnance. Annonce que je rentrerai tard, et bonne nuit. » Patou, ainsi congédié, s'éloigna docilement dans la direction du Pont-Marie. Le gardien, resté seul, se mit à marcher lentement vers le cabaret d'Ézéchiel, à l'enseigne de la pêche miraculeuse. Fin du chapitre 3. Enregistré par Nadine Eckhart-Boulet à Copenhague en décembre 2010.